Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne Twitch de Science et Avenir. On est de retour après une petite éclipse. On a lancé la chaîne Twitch il y a ça un an et demi. On est parti sur les chapeaux de roue, on faisait un Twitch par semaine là, ces derniers temps. On en a fait un petit peu moins, mais écoutez, septembre va arriver et on va repartir sur de nouvelles bases. Alors pour ce dernier Twitch de la saison, on est avec Serge Zaka, que je vais présenter dans quelques minutes, mais d'ores et déjà, je le remercie d'être avec nous. À mes côtés, il y a mon camarade journaliste Alexandre Carré. Je vais présenter tout ce petit monde dans quelques minutes, mais avant tout, un petit coucou à nos internautes et puis une petite présentation de l'actualité de Science et Avenir, parce que Science et Avenir, c'est donc un magazine honorable puisqu'il existe depuis 1947, un magazine mensuel. Et le dernier numéro vient de sortir. Alors le voici. C'est le numéro double d'été. Vous voyez, il fait sa couverture sur un gros point d'interrogation. C'est les questions de la science. Alors bonjour à Helvéti Christ 70 qui dit que Serge Jacquat il claque. Vous voyez, vous êtes en terrain conquis ou connu. Caroline qui nous dit bonjour. Alors ça, c'était le magazine mensuel. On a le hors-série qui vient de sortir sur les phénomènes intrigants. Vous voyez la couverture, on dirait les Near-Death Experience. Bon, le trimestriel, il vient de sortir également. Il est disponible partout en kiosque, chez tous les marchands de journaux, monothématiques. Et puis, il y a le MOOC, le magazine Book, le magazine livre qu'on trouve également dans les librairies. La recherche qui fait sa couverture sur la préhistoire. Mais Science à Venir, évidemment, maintenant, c'est du numérique. C'est un site web quotidien avec une douzaine de papiers par jour, des papiers originaux écrits par l'équipe des journalistes de la rédaction à qui je tire non pas le chapeau de Serge Zaka, mais le mien, même si je ne l'ai pas sur la tête. Une équipe formidable de journalistes. Alors, que dire d'autre? Un grand bravo quand même à Arthur Langlois, notre vidéaste qui fait aussi la régie de ce Twitch, parce que évidemment, vous ne pouvez pas voir, mais là, c'est vraiment un studio. On a l'impression d'être entre Avatar et Stanley Kubrick. Là, c'est extraordinaire. Il y a des câbles partout. Il nous a fait un studio de direct qui est magnifique. Alors, on est donc... d'abord, je suis avec mon camarade Alexandre Carré, qui a beaucoup travaillé là, ces derniers temps sur des sujets liés à la question du climat, du réchauffement climatique. Et vous allez voir que c'est un passionné de ces sujets-là. C'est lui qui a organisé ce Twitch, donc bravo à lui. Et Serge Jacquat, donc, vous avez répondu favorablement à l'invitation que vous a proposée Alexandre. Je vous en remercie. Vous avez une thèse en agroclimatologie. Vous êtes agroclimatologue pour la Société de conseil agricole ITK. Les internautes vous connaissent bien parce que vous êtes vulgarisateur scientifique et surtout sur la question du climat, très visible sur Twitter. Vous avez une belle collection, si je puis dire, de followers. En tout cas, vous êtes suivi par beaucoup de monde, une trentaine de milliers de personnes. On vous voit régulièrement à la télé où vous êtes intervenant sur les questions liées au climat. Par ailleurs, vous êtes chasseur d'orage et vous avez été récompensé l'année dernière de la plus belle photo de l'année par la Royal Meteorological Society. Alors, on commence à être rejoint par des internautes. Bonjour à Pigron Jaune, bonjour à Caroline 72. Bon, on va prendre vos questions au fur et à mesure. Alors, je vais peut-être lancer le direct avec une première question. J'ai dit, Serge Jacquat, que vous étiez agroclimatologue. C'est un mot valise qu'il faut peut-être définir avant toute chose. Qu'est-ce que c'est qu'un agroclimatologue? Déjà, je dis bonjour à tout le monde parce que j'ai pas eu l'occasion de dire bonjour et merci pour l'invitation, Alexandre et Olivier. Alors, un agroclimatologue, c'est une personne qui va jongler entre deux sciences, l'agronomie, donc l'agriculture, et la climatologie, la météorologie. Donc, c'est une personne qui va étudier l'impact du climat sur l'agriculture, mais également de l'agriculture sur le climat. C'est l'interface entre les deux sciences. Alors, c'est quelque chose qu'on a découvert, qui existe depuis un moment, mais qu'on a découvert très récemment en France avec le gel d'avril 2021, puisque c'est grâce à l'agroclimatologie, aux modélisations d'agroclimatologie qu'on a pu prévoir les impacts des dégâts en fait sur le gel en avril 2021.
Mais on va revenir, Alexandre, tu vas revenir sur cet épisode en particulier qui a effectivement été très singulier. Tu peux nous rappeler un petit peu de quoi il s'agissait? Il s'agit, déjà bonjour à toutes et à tous. Donc ouais, ce gel de l'année 2021, c'était un épisode plutôt exceptionnel puisque oui, il est apparu assez tardivement, mais qui non plus n'était pas si exceptionnel que ça, puisque ce qui a posé problème dans ce gel, c'est comme Serge l'a dit, c'est l'impact qu'il y a eu sur l'agriculture à cause de l'hiver doux qu'il y a eu précédemment, qui a débourré les bourgeons et qui a engendré un processus de floraison chez certaines plantes et que le gel a détruit parce qu'ils étaient plus préparés aux températures extrêmes. Et Arthur, tu peux lancer la première image si tu veux. C'est un phénomène qui s'est reproduit cette année, donc en 2022, donc dans les mêmes périodes, vers début avril. Et comme on le voit maintenant, comme vous le voyez à l'écran, un hiver doux a précédé ce gel, ce qui a engendré donc ce bourgeonnement et que l'épisode d'avril a totalement détruit. Et donc c'est ça que je voulais vous poser, Serge Jacas, c'est que la plupart des gens pensaient que c'était un gel, à cause du gel en partie, que les plantes avaient été détruites, mais c'est surtout en partie à cause de l'hiver particulièrement doux qui l'a précédé. Exactement. En fait, faut savoir qu'on a battu à peu près 2 ou 3 fois plus de records de douceur avant l'épisode de gel que pendant l'épisode de gel. Il y a quelques records de gel qui ont été battus pendant l'épisode de gel, mais ça reste relativement parlant par rapport à la douceur. Ça reste un événement remarquable. La douceur a été beaucoup plus exceptionnelle. Et c'est ça tout le problème en fait avec le changement climatique, et son impact sur l'agriculture, c'est qu'il se passe des événements qui sont contre-intuitifs. En fait, le changement climatique va favoriser la précocité du débourrement, donc de l'ouverture des bourgeons, ce qui fait plus doux en hiver. Elle favorise la précocité et donc les parties foliaires et les fleurs qui seront à l'air libre vont être plus sensibles au gel. Et lorsqu'il va y avoir du gel en avril, parce qu'il y en a toujours même dans un contexte de changement climatique, et ben ces végétaux qui sont plus en avance, ils vont avoir plus de brûlures qu'avant le changement climatique. Donc en fait, dans un changement climatique, on a plus de dégâts dus au gel sur l'agriculture, et c'est pas que moi qui le dis, hein, bien sûr, ce sont de très nombreux scientifiques, parce qu'on a à peu près plus 60% de chances, de probabilité de revivre un événement de type avril 2021 d'ici 2050 avec le changement climatique. Donc le changement climatique favorise ces pertes de rendement sur la viticulture, sur l'arboriculture qui sont dues donc à la douceur au final qui s'est produite avant. Donc voilà, c'est contre-intuitif, ça a été montré depuis 20 ans et en fait on attendait vraiment un événement marquant. On a eu l'événement d'avril 2021 où il y a eu 4 milliards d'euros de dégâts, 2 milliards seulement pour la vigne, moins 30% de production. N'oublions pas que la vigne, c'est le rayonnement mondial de la France. Le vin, c'est quelque chose qui nous fait connaître, qui nous fait déjà connaître, mais il faut faire perdurer cette habitude française. Et en 2022, on n'a pas encore les chiffres, ils sont beaucoup plus bas parce que les végétaux étaient beaucoup moins en avance que l'an dernier. Donc 2021, 4 milliards d'euros de dégâts. 2022, on n'a pas encore les chiffres, mais ils sont bien sûr moindres que les 4 milliards d'euros de dégâts qu'on a eu l'an dernier. Oui, parce qu'on l'a vu, même ces dégâts, les agriculteurs ont essayé de lutter par diverses manières. On a vu les torches, on a vu des filets anti-gel, etc. Et quand on s'était entretenu plus tôt dans l'année pour un article que j'écrivais justement sur le gel, vous me parliez de gel blanc et de gel noir. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect-là aussi que que je ne connaissais pas avant? Alors, pour le grand public, pour une personne qui prend le métro, pour un Parisien, que ce soit gel blanc ou gel noir, il n'y aura pas forcément de conséquences sur la température. Il va mettre un manteau et une écharpe, voilà. Pour l'agriculture, c'est différent. Un gel blanc, c'est généralement un gel qui se met en place quand il n'y a pas de vent. Et c'est quand on voit la gelée blanche sur les végétaux, c'est le gel le plus fréquent. C'est quand il y a cette gelée blanche sur les végétaux. Et en général, le gel blanc, il dure pas très longtemps. Il est au lever du soleil et il dure que quelques heures, quoi. Alors que le gel noir, là, il gèle sur toutes les hauteurs de l'atmosphère. Il y a du vent. En général, c'est de l'air qui descend des pôles et qui concerne l'agriculture. Et à cause du vent, le gel ne se dépose pas sur la plante, mais il fait bien en dessous de 0 degré. C'est pas parce qu'il n'y a pas de givre sur la plante qu'il ne fait pas en dessous de 0 degré. Et en général, dans ces conditions-là, c'est le gel noir qui fait plus de dégâts, puisqu'il y a l'effet du vent, et l'effet du vent accentue, on va dire, les brûlures sur les feuilles. Et en plus, avec le gel noir,
il y a moins de façons, on va dire, de contrer le gel. Les bougies ne fonctionnent pas très bien puisqu'il y a du vent, donc la chaleur est emportée. Les tours à vent, ce sont des ventilateurs qui brassent l'air dans la parcelle, bah, ils ne fonctionnent pas parce qu'il fait froid sur toute la colonne de l'air et donc ils brassent de l'air froid. Les fils chauffants, qu'il y a également, eh bah, ils ne fonctionnent pas forcément parce que la chaleur issue de ces fils chauffants est prise par le vent. Il n'y a que ce qu'on voit sur l'image d'ailleurs, c'est très intéressant, qui fonctionne, c'est l'aspersion. C'est qu'en fait, on asperge les plantes d'eau, on crée une croûte de glace autour de la plante et à l'intérieur de la croûte de la glace, la température reste autour de 0 degré, alors qu'à l'extérieur, il peut faire moins 5, moins 10. Mais dans la glace, il fait 0 et la plante à 0 degré, il y a très peu de dégâts. L'aspersion fonctionne pour le gel blanc et pour le gel noir. C'est c'est contre-intuitif comme technique. Comment? Ça aussi, c'est contre-intuitif comme technique. Oui, c'est extrêmement contre-intuitif. Moi-même, la première fois que j'ai, dans mes études, lu sur ces techniques-là, je trouve ça paradoxal, en fait, de mettre la plante dans la glace pour la protéger. Mais en fait, au final, quand on connaît un peu la thermodynamique, on comprend, c'est que quand la glace se forme, ça réchauffe un petit peu la plante. Donc la mettre dans une croûte de glace, c'est la protéger au final. Le plus grave, c'est d'avoir des plantes qui sont à l'air libre, sous le vent et sous moins 3, moins 4 degrés. C'est là où on a les brûlures. Les brûlures ne peuvent pas se produire quand la plante est dans la glace. Elle est protégée. Je peux mettre la prochaine image, Arthur. Donc là, c'est une carte donc du début de mois d'avril, le 4 avril plus exactement, de la France, donc en pleine, je crois que c'était la nuit, donc là en plein épisode de gel. Donc on le rappelle, vous l'aviez dit précédemment, ces épisodes donc, qui seront amenés, donc ça fait 2 ans de suite qu'on le connaît, donc il y a des agriculteurs que ça fait 2 ans de suite qui perdent presque la totalité de leur récolte. Donc si, comme on l'a dit précédemment, le réchauffement climatique augmente la fréquence et l'intensité de ces épisodes, on pourrait s'attendre à tous les ans tous les ans en tout cas, là pendant les 10 prochaines années, s'attendre à avoir une chance sur 2 d'avoir ce genre d'épisodes tous les débuts de printemps, quoi. Exactement. En fait, on a parlé beaucoup de 2021 parce que ça a été dramatique sur toute la surface de la France et surtout, je l'ai un peu mis au jour, quoi. J'ai un peu expliqué aux médias qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça a été repris dans tous les médias. On en a beaucoup parlé. Mais avant que j'arrive sur Twitter, il y avait quand même des événements. En 2017, il y en a eu. En 2020, il y en a eu. En 2019, il y en a eu. Ils étaient juste un peu plus localisés dans des régions particulières, mais pas à l'échelle nationale comme on a eu en 2021 et 2022. Mais ces événements-là, ils s'accélèrent en fait depuis un certain nombre d'années. C'est simplement du fait que il fait de plus en plus doux depuis les années 2000 et donc il s'accélère. C'est pas qu'il y a plus de gel, c'est pas qu'on bat plus de records de froid, c'est pas l'intensité du gel qui augmente. Au final, l'intensité même elle diminue. Hein. C'est juste que les végétaux sont beaucoup plus sensibles lorsque le gel arrive. Un exemple, le changement climatique, au lieu de faire -7, il fera -5 parce qu'on a un réchauffement global. Donc les gelées sont de moins en moins intenses et de plus en plus rares. Mais lorsqu'il fait -7 ou -5 pour une plante, bah c'est 100% de dégâts quand même. On a déjà atteint les 100% de dégâts. La plante, elle est plus développée, donc elle est encore plus sensible. Donc c'est pour ça que d'ailleurs les météorologues ne comprennent pas forcément. Moi, j'ai eu beaucoup de météorologues qui sont venus voir et qui m'ont dit mais je comprends pas pourquoi on parle plus du gel cette année. Bah, c'est que les météorologues, ils donnent la température qu'il fait, alors que les agrométéorologues, ils vont plutôt donner la sensibilité de la plante avec la température. Et donc, c'est pas la même chose suivant ce qui s'est passé en hiver au final. Ouais, et avec l'agroclimatologie sera de plus en plus, même si elle est importante depuis tout le temps, elle sera de plus en plus importante. En tout cas, sera peut-être mise plus en avant quand là on voit des gens commencer à s'inquiéter de la pénurie de certains aliments qui sont pas forcément directement liés au gel, mais qui seront en tout cas liés à des épisodes intensifiés par le réchauffement climatique. Donc peut-être que oui, ça m'offre une transition toute faite pour un autre épisode qui continue d'arriver encore aujourd'hui, c'est la sécheresse. Donc on parlait des températures donc particulièrement chaudes pour cet hiver, mais il y a aussi eu très peu de précipitations en France, puisqu'il faut différencier dans la sécheresse, il y a précipitation et température. Et du coup, tu peux changer.
la prochaine image. Mais peut-être juste une parenthèse avant de vous laisser parler de la sécheresse, comme vous y invite Alexandre. À propos des mots qu'on utilise, il y a une question là sur le chat de Helvetic Chris 70 qui dit justement, est-ce qu'il faut parler de changement ou de dérèglement climatique? D'ailleurs, il ne pose même pas la question sur le réchauffement climatique. Quels sont les mots que vous préférez utiliser? Alors moi, là c'est juste du vocabulaire, hein. Après on parle de la même chose. Moi j'utilise beaucoup le changement climatique, mais qui est en réalité le dérèglement climatique, par définition, c'est peut-être le mot le plus correct. Moi, par habitude, j'utilise changement climatique. Pourquoi dérèglement? Parce qu'il peut y avoir des zones du globe qui restent rares, hein, où il va faire plus froid, notamment dans l'Atlantique Nord, éventuellement avec l'effet du Gulf Stream, c'est pas encore complètement clair. Donc voilà, il y a des zones où il peut y avoir. Après, il n'y a pas que la température, on peut pas parler que de réchauffement. Il faut parler de dérèglement ou de changement, parce qu'il n'y a pas que la température, il y a également tout le cycle de l'eau qui est perturbé, notamment des précipitations qui sont plus intenses, des cyclones qui sont peut-être tout aussi nombreux, mais peut-être un peu plus violents, de la montée des eaux. Donc il n'y a pas que le climat aussi, hein. Il y a aussi de la biodiversité, enfin tout ça qui est impacté. Donc voilà, c'est plus du dérèglement climatique, voire même du dérèglement climatique et de la biodiversité, et même de la terre en fait au final, parce que le climat ça concerne tout. Donc voilà. Moi je parle plus de réchauffement climatique, je parle de changement climatique ou de dérèglement climatique. Après, suivant les habitudes de chacun, on peut dire changement ou dérèglement, même si pour moi dérèglement c'est peut-être mieux, mais par habitude je dis changement. Alors, comme tu le disais, à propos du dérèglement, tu introduisais la question de la sécheresse. Exactement. Là, c'est sur ton Twitter, tu as posté très récemment, ce week-end, très récemment, ce graphe qui montre les précipitations de Clermont-Ferrand depuis 2022, donc depuis janvier, qui montre vraiment une très faible quantité de pluie accumulée dans la région de Clermont-Ferrand, mais qui est à l'image. Là, tu as utilisé ce graphique car il est très frappant, mais c'est un peu à l'image d'à peu près tout le territoire. Est-ce que aussi cet épisode de sécheresse, qui est lié aussi aux précipitations et aux températures, est-ce que aussi on peut le lier au réchauffement climatique aussi? Alors là, c'est super intéressant parce que ça ouvre plein de réponses sur l'agriculture également. Alors là, sur ce graphique, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des montées très lentes du cumul de précipitations. C'est la courbe qui est en noir. C'est un des graphiques d'InfoClimat. D'ailleurs, c'est disponible sur Internet si vous voulez aller voir. La courbe en noir, on voit des espèces de marches comme ça. Ça veut dire qu'en fait, sur Clermont-Ferrand, du moins cette année, on a un cumul de précipitations qui était très faible jusque mi-juin, très déficitaire. Beaucoup de sécheresse, beaucoup d'impact sur l'agriculture. Et d'un coup, on est remonté aux normes de saison. Là, la courbe noire, la norme de saison, c'est la courbe bleue. Et on la rejoint. Ça veut dire que maintenant, il est tombé à peu près la quantité d'eau qu'il faudrait qu'il tombe sur les 6 premiers mois de l'année. Le seul problème, c'est qu'en fait, on a des périodes où il pleut pas du tout pendant des mois, et d'un coup, il tombe 100 mm. Voilà. C'est ça le problème. Et c'est ça un des impacts du changement climatique, c'est qu'on a un dérèglement du cycle de l'eau. Donc des périodes sèches de plus en plus longues et de plus en plus intenses, et des périodes humides où dès qu'il pleut d'un coup. Et d'ailleurs, le GIEC le montre très bien, c'est plus 7% de vapeur d'eau chaque degré gagné. Donc c'est plus de probabilité d'avoir des précipitations intenses. Et c'est d'ailleurs déjà observé dans le sud de la France lors des épisodes cévenols, les épisodes orageux en automne. Il pleut 10 ou 20% de plus, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais il pleut 10 à 20% de plus lorsqu'il y a des orages. Et là, ça se voit bien, ça se reproduit par des graphiques à marche, en fait. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit. Et c'est super néfaste pour l'agriculture, parce que bien sûr, quand on a une sécheresse, ça permet pas de produire de matière sèche, de produire de rendement. Les plantes ont besoin d'eau pour pousser. Et dès qu'il tombe de l'eau, elle tombe en très grosse quantité. Et pour vous donner un exemple ultra concret, vous prenez une éponge, vous lui mettez 1 litre d'eau dessus, toute l'eau va ruisseler et l'éponge à l'intérieur, elle va être encore sèche, alors qu'il y a eu 1 litre d'eau qui est passé dessus. Par contre, si vous prenez la même éponge et vous lui mettez un peu d'eau régulièrement, l'éponge elle va contenir toute l'eau et même à l'intérieur, ça va être très humide. Et le sol, c'est pareil. Si vous lui mettez 80, il y a eu 75 mm d'eau à Clermont-Ferrand, en fait, le sol, il a très peu absorbé d'eau. Il y a beaucoup d'eau qui a ruisselé. Et donc, au final, ça a été très peu positif pour le sol qui reste sec à partir de 40 cm en profondeur. Il est très sec.
parce qu'il n'y a pas eu d'eau avant. Donc voilà, Alors, Serge, Zaka, on commence à avoir des questions là et des commentaires de la part des internautes. Vous venez de mentionner les épisodes Cévenol qui font de sacrés dégâts dans le sud de la France, mais justement, Caroline 72 vous interroge en disant on parle des conséquences du réchauffement climatique pour le sud de la France, mais quelles seraient les conséquences au nord? Alors, pour le sud de la France, on a des chiffres assez concrets. Depuis 1959, à Montpellier, on a 15% des surfaces agricoles, donc 15% des terrains hors ville, qui sont concernés par la sécheresse. En plus, en 70 ans, on a 15% de plus de surface en sécheresse. Dans le nord, c'est uniquement 7%. Il y a quand même une augmentation des surfaces en sécheresse, c'est chiffré, mais c'est plus faible que dans le sud. Et d'ailleurs, d'après les prévisions du GIEC, c'est le sud de la France qui devrait plus subir le changement climatique. Mais le nord, il devrait également le subir, notamment en été. Et les conséquences, bien sûr, c'est que cette sécheresse des sols agricoles, donc là, elle a augmenté. On est passé de 5% à 12%, il me semble, dans le nord de la France, chaque année concernée par la sécheresse, les surfaces agricoles concernées par la sécheresse. Donc, on a eu une augmentation de 7%. Et d'ici 2050, on devrait atteindre largement les 20%. Donc, on a eu une augmentation progressive qui est moins forte, bien sûr, que dans le sud de la France. Et sur les cours d'eau, c'est exactement la même chose. Parce qu'au final, on a montré dans le nord de la France qu'il tombe la même quantité d'eau sur l'année. Mais sauf qu'il pleut beaucoup plus en hiver et beaucoup moins en été. Donc, sur les cours d'eau, c'est qu'on va avoir des périodes d'inondation qui vont être très importantes en hiver et des cours d'eau qui vont être beaucoup plus bas en été. Ça va être très problématique pour toute la faune qui est dans l'eau. Donc, c'est vraiment des extrêmes dans les deux sens. Et ces choses-là, on va les observer dans le sud, dans le nord. Plus atténué dans le nord et beaucoup plus intense dans le sud. Donc, c'est pas parce qu'on est au nord qu'on va être à l'abri des sécheresses et des inondations, voire même des sécheresses dans les cours d'eau. Voilà. On verra après pour ce qui est de la quantité, pour la situation hydrique des nappes phréatiques. Il y a une carte par exemple qui a été sortie là par le BRGM et par Météo France sur la situation des sols en France, et même par vous-même, oui, sur Twitter, avec une carte du sol entre 0 et 80 cm et de leur quantité d'eau en moyenne. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Non, je crois que c'est même bientôt qu'on verra. C'est quoi la prochaine image? Ouais, beaucoup de commentaires qui reprennent un petit peu vos considérations là, Serge, sur le fait que les bourgeons apparaissent plus tôt que prévu. Voilà, les commentaires disparaissent au fur et à mesure, donc je les ai perdus, mais enfin, il y avait un témoignage de quelqu'un qui écrivait que dans sa région, on avait sauté des floraisons. Voilà, on a un peu pareil sur le Cos Méjean. Mi-juin, on avait 1 mois et demi d'avance. Les plantes d'août sortaient, et notamment les chevaux d'ange. Puis 2 semaines de pluie, on a sauté certaines floraisons, le trèfle notamment. Exactement. En fait, c'est le changement climatique aussi, avant, on avait une agriculture qui était stable, un écosystème qui était stable parce qu'on avait un climat stable. Donc, en fait, les phases de sensibilité, de développement des insectes, des animaux, des végétaux, des oiseaux, des reptiliens, enfin tout, c'était calé par rapport au climat. Maintenant que le climat évolue, on se retrouve à des températures, par exemple, qu'on n'est pas censé observer à certaines saisons, et ça tombe dans des stades de sensibilité des végétaux, comme par exemple pour le blé. On n'est pas censé avoir du 40 degrés quand il y a du blé qui remplit son grain, et on les a eu. Donc ça cause des dégâts. Et là, je vois que les plantes ont 1 mois et demi d'avance. Bon, peut-être pas 1 mois et demi, mais en général, c'est plutôt 2-3 semaines d'avance sur l'agriculture, notamment. Cette année est très marquante. Pourquoi? Et je vais vous expliquer assez simplement. C'est qu'en fait, plus il fait chaud, la température, c'est juste une mesure de l'agitation moléculaire. Plus il fait chaud, plus les molécules sont agitées. Plus les molécules sont agitées, plus elles ont de chances de s'entrechoquer. Et plus elles ont de chances de s'entrechoquer, plus elles font des réactions chimiques. Et plus elles font des réactions chimiques, plus les plantes peuvent pousser. Donc plus il fait chaud, plus les plantes poussent rapidement. Parce que les plantes ne sont pas à 37 degrés comme nous, elles ressentent la température de l'air. Donc c'est dépendant vraiment de la température des réactions chimiques. La vitesse des réactions chimiques dépend de la température de l'air. Donc plus il fait chaud, plus ces plantes, jusqu'à une certaine limite quand même, plus il fait chaud, plus ces plantes poussent vite. Et c'est pour ça qu'on a des plantes qui sont en avance, parce que les réactions chimiques se sont faites plus vite, et donc on atteint le stade de floraison, le stade de remplissage du fruit, beaucoup plus vite cette année, puisqu'il a fait plus chaud depuis à peu près 4 mois. Voilà, je vois qu'il y a plein de... On écrit, on va devoir cultiver des céréales qui poussent bien en Afrique, du coup. C'est ça, le sorgho notamment, le mil notamment, la mangue, les agrumes,
liées à la pistache. Il faut que notre agriculture s'adapte au changement climatique. S'adapte au changement climatique. C'est pas seulement en trouvant de nouvelles variétés de blé, de nouvelles variétés de maïs. Il faut également qu'on ait de nouvelles espèces. Des espèces comme le sorgho, par exemple, qui sont plus résistants aux fortes. C'est le cousin du maïs. C'est une céréale, cousine du maïs. Voilà, c'est cité par notre internaute Guillaume FR, là, le sorgho. Oui, voilà. Donc, c'est une céréale qui est plus résistante aux hautes températures, qui utilise moins d'eau pour la même quantité de matière sèche produite, et qui pour l'instant n'est pas assez rentable en France parce qu'on n'est pas dans la zone bioclimatique parfaite du sorgho. Mais vu que les zones bioclimatiques remontent par le sud, d'ici 20, 30, 40 ans, le sorgho, en fait, il sera parfaitement implantable dans le sud de la France, il sera très rentable, et en plus, il sera moins utilisateur d'eau, ce qui est très bien dans un contexte de changement climatique. Donc voilà, j'ai pris comme exemple le sorgho. Il y a le mil, c'est exactement la même chose. La pistache, c'est pareil. Donc en fait, notre agriculture doit évoluer. Le vin aussi également. Les cépages de vin doivent évoluer. Tout ça doit évoluer, mais il n'y a pas que l'agriculture qui doit évoluer, c'est notre consommation qui doit évoluer. Parce que si on produit localement du sorgho, des pistaches ou du mil, il faut aussi qu'on les mange. Donc on doit manger ces produits-là. Et c'est dès à présent que les politiques doivent travailler sur des développements de filières, achat, vente, stockage, transformation et vente et consommation. C'est toute la filière en fait de production à la vente. C'est dès maintenant qu'on doit créer des filières pour le sorgho par exemple, parce qu'on n'a pas des filières qui sont suffisamment puissantes. On a des filières de maïs et blé, mais dans l'avenir, il faut travailler aussi sur ces filières-là. Voilà. Tu peux défiler les différentes cartes, Arthur, sur les cartes de précipitation. Je crois que c'est celle-ci de Météo France. Ouais, on va passer. Au final, ça illustre juste bien le rapport. Je crois que plus c'est rouge, ouais, plus c'est déficitaire en précipitation, donc plus c'est mal, on va dire. Ici, je crois que c'est la situation des nappes phréatiques, donc Caroline 72, donc je déduis que c'est de quelqu'un qui vient de la Sarthe, donc on peut voir qu'il y a, malgré que le sud soit touché par le changement climatique, on voit que les nappes entre la Charente et la Sarthe sont aussi très fortement impactées. Et oui, je voulais revenir par rapport à ça, comme c'est des départements qui ont beaucoup de champs de maïs ou blé. Là, on l'a vu avec les épisodes de grêle récemment, on peut s'attendre du coup à voir nos territoires se transformer assez rapidement par rapport à ça, aux dégâts que fait la sécheresse sur les cultures. Ouais. Alors, attends, précise juste ta question parce que c'est un peu large là. Parce qu'on parlait du mil ou du sorgho, mais on n'avait pas vraiment d'échéance, parce que là on voit que ça impacte déjà très fortement les cultures. Oui, ça impacte très fortement les cultures, ça sera encore pire après. Alors oui, en fait on est déjà en retard. On est déjà en retard sur l'implantation des nouvelles espèces, on est déjà en retard sur de nouveaux types d'agriculture, notamment par rapport à la conservation des sols, éviter le labour, mettre des intercultures, etc. De l'agriculture qui permet de remettre le sol au centre des intérêts. On est déjà en retard, il n'y a que 3% des agriculteurs qui font de l'agriculture de conservation des sols. Et en fait, on est déjà en retard, il faut travailler avec les politiques, il faut travailler avec les scientifiques pour mettre en place ces nouvelles filières d'espèces qui soient plus résistantes à la sécheresse, ces nouvelles variétés aussi de maïs ou de blé qui soient plus résistantes à la sécheresse. Il faut travailler également sur le sol pour qu'on travaille sur l'agriculture de conservation, d'éviter au maximum le labour quand c'est faisable. C'est pas faisable sur tous les types de sols, bien sûr. Également sur l'agriculture numérique, c'est sur laquelle je travaille. C'est une agriculture en fait qui permet, grâce à la modélisation et à la science, de savoir quelle quantité d'eau à quelle période il faut apporter vraiment le strict minimum à la plante pour préserver au maximum l'eau, ou alors pareil pour les engrais ou pareil pour tout type de produits chimiques. Comment les remplacer également, ces produits chimiques, par quelle alternative avoir. Donc voilà, il y a plein d'alternatives et en France, malheureusement, on est très en retard puisque, comme dans tous les domaines de l'économie, il n'y a pas que l'agriculture, bien sûr, même si les agriculteurs, ça fait déjà bien longtemps qu'ils sont concernés par le changement climatique, qu'ils essaient de trouver des solutions. Et comme dans tous les domaines, ce n'est que par un événement catastrophique qu'on réagit. Quand il a fait les 40 degrés pendant une semaine à Paris, là, en 2003, qu'il y a eu 15 000 morts, on s'est dit, tiens, les villes et le changement climatique, peut-être qu'il va falloir faire quelque chose, planter des arbres, peut-être mettre la clim dans les transports, dans les hôpitaux, dans les écoles. On voit jusqu'à présent que ça n'a pas été fait partout.
Il y a eu l'événement d'avril 2021 qui a traumatisé le gel, qui a traumatisé l'agriculture et que le gouvernement s'est pris en charge de ces effets du changement climatique sur l'agriculture. Ensuite, on a de plus en plus nombreuses canicules ou des événements de tempête ou des événements de grêle qui font que peut-être que les gens réagissent par rapport aussi à l'utilisation de la voiture. Enfin, il y a de plus en plus ces événements qui viennent nous percuter et qui nous disent en fait on est sensible au changement climatique. Je vois qu'on critique la clim, mais il faut faire attention. Bien sûr, ne pas mettre la clim dans tous les bâtiments, dans toutes les installations, partout et en abuser. Mais dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux, la clim est nécessaire par rapport à la survie de la population. C'est vraiment nécessaire. Dans les écoles également, pour les personnes en bas âge, dans les salles d'examen, on a vu que le brevet avait été annulé en 2019 parce qu'il faisait trop chaud. Donc après, il n'est pas question de mettre la clim à fond dans tous les centres commerciaux, dans tous les endroits. Et n'oublions pas qu'il y a certaines parties de la population qui sont exposées au risque canicule parce que c'est des parties les plus faibles qui n'ont pas les moyens d'avoir des ventilateurs ou de la clim ou qui n'ont pas des logements protégés. Ces populations, elles sont obligées d'aller au cinéma, par exemple, pour avoir 2 ou 3 heures de fraîcheur dans la journée. N'oublions pas tout le monde. Il ne faut pas abuser de la clim, il ne faut pas rouler en SUV avec la clim à fond, bien sûr, mais il y a des catégories de la population malade, âgée ou trop jeune ou fragile qu'il faut protéger également. Voilà. Alors, vous réagissiez là, Serge Zaka, à un commentaire de Guillaume FR. On dit bonjour à Niarla Topdeck qui nous salue et qui nous a rejoint dans ce direct. C'est un nom que je reconnais. C'est un vétéran de nos Twitch. Je l'en remercie, comme Marie de 111 d'ailleurs. Hein. C'est un pseudo que j'ai vu régulièrement. Il est 18h, donc ça fait une demi-heure qu'on est ensemble avec l'agroclimatologue Serge Zaka. J'en profite pour vous rappeler que la totalité de ce Twitch, vous pourrez le retrouver sur le site web de Sciences et Avenir, dès demain, hein, enfin dans les jours qui viennent. En tout cas, ça sera en replay, ça sera visible sur notre site. Pour être au courant des prochains directs qu'on fera plutôt à la rentrée, à partir de septembre, vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch de Sciences et Avenir. Oui, Arthur, hein, notre vidéaste, précise aussi que ça sera visible, c'est visible hein, sur notre page YouTube. On a une page YouTube Sciences et Avenir, hein, qui est un site web quotidien d'actualité des sciences et sur tous les réseaux sociaux. Hein. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur YouTube, donc vous pouvez nous suivre à peu près partout. Voilà, Marie de 111 est abonnée. Bravo à elle. Je dis à elle, ça se trouve, c'est pas à elle, hein, Marie. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. J'ai quelque chose. On parlait de canicule, on peut enchaîner sur l'épisode qui s'est passé en juin tout de suite. Ça Marit, c'est il, bravo. Je me suis trompé. Pardon, Marit. J'ai repéré une question intéressante sur les OGM de Marianne, c'est alias la renquête. On peut parler de ça et après on continue sur la canicule. Alors c'était quoi la question en question? Peut-être Arthur, tu l'as repéré la question. Les OGM peuvent être une solution, par exemple, pour faire face à la sécheresse. D'accord. Donc, les OGM sont bien sûr interdits en Europe. Je pense que je vous apprends rien. On a une façon de sélection variétale qui est par reproduction sexuelle entre un mâle et une femelle. Voilà, on reproduit des plantes pour avoir des aspects qui nous intéressent dans les lignées qui descendent en dessous de cette reproduction. Les OGM, c'est une certaine accélération en fait de cette génétique. Il faut 10 ans à peu près pour mettre une variété classique par la sélection génétique classique sur le marché. Les OGM, ça va un peu plus vite et ça permet de mieux cibler en fait ce qu'on veut. Bon, il y a plein de problématiques sur les OGM. Alors les OGM, c'est très intéressant, mais il y a plein de problématiques. C'est qu'on n'a pas encore assez de recul sur ce que ça donne. Il y a aussi un accaparement du pouvoir, on va dire, économique par des grandes firmes multinationales qui peuvent se permettre de faire des OGM. Donc il y a une certaine centralisation, on appelle ça que quelques acteurs qui permettent de faire ces OGM. Donc ça peut poser des questions éthiques. Après, peut-être démocratiser un petit peu plus ces OGM, ce serait intéressant au niveau de ces questions éthiques, de pouvoir qui est tenu par quelques acteurs. Mais les OGM, ça peut être intéressant parce que ça peut faire face au changement climatique, parce qu'on peut avoir des OGM qui sont plus résistants aux canicules, qui sont plus résistants à la sécheresse. Mais, il y a un gros mais, c'est que dans toutes les solutions que je vous présente, il faut pas se dire c'est bon, j'ai un OGM, donc je ne vais pas modifier ma façon de produire, donc je ne vais pas modifier ma façon de travailler le sol ou non, donc je ne vais pas modifier ma façon d'irriguer. Il faut pas que les OGM rentrent dans un cercle vicieux
que ça permet en fait de se dire c'est bon, j'ai une solution, donc je ne change pas le reste. Ça doit être une solution parmi tant d'autres. Je parle pour les pays en dehors bien sûr de l'Europe. Une solution parmi tant d'autres. Voilà, il faut aussi travailler sur la protection du sol, sur la biodiversité, sur la remise en place de haies dans le sol, sur le stockage du carbone. C'est pas parce qu'on a des OGM qu'on doit se permettre de se dire c'est bon, j'ai plus besoin de faire attention à l'eau parce que j'ai une variété qui est résistante à l'eau. Voilà. C'est ne pas rentrer dans ce cercle vicieux, c'est la même chose pour les bassines. Ne pas rentrer dans le cercle vicieux dès qu'on a des bassines d'eau. Je ne change rien au niveau de mon sol, je ne change rien au niveau de mon irrigation. Et du coup, on rentre dans le cercle vicieux. J'ai besoin d'une bassine supplémentaire parce que j'ai rien changé, le changement climatique a avancé. Et du coup, je me retrouve de nouveau au pied du mur malgré que j'ai une bassine, il m'en faut une deuxième. Donc voilà, c'est faire attention à la complémentarité des solutions au changement climatique. Voilà. Un sujet sur les bassines à retrouver sur le site Censé Avenir aussi, un article qu'on a traité très récemment aussi. Je vous invite à le consulter. On va passer à la canicule qui est arrivée, donc sur le diapo numéro 9, s'il te plaît, Arthur. Canicule qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, là, mi-juin. Hein, la 9, c'est pas celle-là? Celle d'avant? Ah, celle-là. Oui, donc qui est arrivé mi-juin, qui a battu plusieurs records de maximal dans plusieurs régions, mais qui a surtout battu un record de précocité. C'est la vague la vague de chaleur qui est arrivée le plus tôt dans l'année depuis qu'on a commencé à enregistrer les températures, c'est-à-dire depuis 1900, je crois environ. 1947, il me semble. Comment? C'est 1947 le début de l'indicateur sur les vagues de chaleur. Voilà, 1947. Je voulais qu'on revienne là-dessus, réexpliquer le phénomène de gouttes, d'anticyclone qui a apporté ces chaleurs sahariennes jusqu'à nous, et puis après on parlera des maximales atteintes. Voilà. Alors, pour revenir sur le phénomène du coup. En fait, cette plume de chaleur, c'est la définition de cette vague de chaleur. Elle a été provoquée par une goutte froide. C'est une dépression qui se situe sur le Portugal, au large du Portugal. Et autour de cette goutte froide, les vents ils tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que si la goutte froide se situe au large du Portugal, vu que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ben le vent est orienté vers le sud. Et donc, il fait remonter de l'air du Sahara directement sur la France. Et c'est ce qu'on a observé sur la France. Cette plume de chaleur a apporté des records parfois absolus de chaleur. Il a fait jusqu'à 44 degrés, voire 43-44 degrés du côté du sud-ouest de la France. Donc, c'est à la fois la canicule la plus précoce, mais on a à la fois battu des records de chaleur. Donc, dans certaines villes, c'était la canicule la plus intense. Donc, à la fois la plus précoce et la plus intense, c'est bien sûr un des marqueurs du changement climatique. Et petite parenthèse, la semaine prochaine, il faudra surveiller, puisqu'on a une goutte froide qui vient se positionner au large du Portugal et on pourrait atteindre des valeurs similaires. Bon, là, on sera mi-juillet, on sera en pleine saison caniculaire, bien sûr, mais ce n'est pas normal d'avoir deux vagues de chaleur aussi intenses, les unes à la suite des autres, dans la même année. Donc voilà, à surveiller, c'est un gros conditionnel, hein. C'est encore trop loin, mais il pourrait y avoir du 35 à 40 degrés pendant plusieurs jours dans le sud-ouest de la France, jusque sur les mêmes régions, exactement les mêmes régions, parce que la goutte froide est positionnée au même endroit. Voilà. Cette description de la plume de chaleur, c'est une terminologie qui est assez nouvelle, non? C'est un diagnostic pourtant qui devrait être établi depuis un petit moment. Alors, la plume de chaleur, ça existe déjà depuis très longtemps, c'est juste que le grand public a un peu plus de volonté d'apprendre sur ce changement climatique, et donc le terme plume de chaleur, il a toujours existé en fait. Nous, on appelait ça communément par vague de chaleur. Mais dans les vagues de chaleur, c'est le terme global, il y a des heat domes, des dômes de chaleur, des plumes de chaleur. Et en fait, moi, j'ai cherché à comprendre pourquoi on dit plume de chaleur. J'étais curieux. Et en fait, c'est juste une traduction très mauvaise de l'anglais, parce qu'en anglais, on dit heat plume, et ça veut pas dire la même chose, mais on a juste traduit par plume de chaleur, mais en fait, ça veut rien dire. C'est juste un terme pour décrire une remontée très fine, en fait, d'air chaud qui concerne vraiment un ou deux pays. Après, quand cette remontée d'air chaud s'installe et forme une bulle, et qu'elle s'installe, ça forme un dôme de chaleur. En fait, la plume de chaleur, c'est le précurseur d'un dôme de chaleur si la vague de chaleur dure plusieurs jours. Là, heureusement, ça a été balayé par des orages. Mais si ça aurait duré plusieurs jours, on aurait eu ces températures de 40 à 45 degrés pendant plusieurs jours. Là, ça a duré 2-3 jours. On aurait pu les avoir pendant une semaine. Donc voilà, c'est vraiment le précurseur du dôme de chaleur, c'est la plume de chaleur. Voilà. Tu peux passer.
Donc voilà, on passe à ce graphique-là. Donc ça montre, donc chaque rond correspond à une vague de chaleur observée en France, donc à partir de 1947, donc à partir du début de relevé des températures. On voit celle de 2003, donc qui a duré plus de 15 jours et qui par sa grosseur, enfin par son diamètre, on voit qu'elle était très intense. Celle de 2022 se situe là, enfin plus à gauche, là en violet. On le voit, ce graphique montre que c'est de plus en plus tôt et de plus en plus fort. Je voulais savoir, donc on le sait, c'est l'impact du réchauffement climatique, mais est-ce que on pourrait s'attendre également à en voir plus souvent, encore plus tôt et encore de plus en plus intense? Et pourquoi est-ce que du coup ce serait que des phénomènes de plumes, ou est-ce que ça pourrait être d'autres phénomènes? Alors oui, des phénomènes de plumes, de heat dome, ce sera les mêmes phénomènes, mais juste plus accentués et plus longs. D'ailleurs, cette figure-là, elle se retrouve sur le site Climat HD, HD en 2 lettres, de Météo France. Pardon. Et on voit en fait les simulations futures suivant les scénarios, avec les petites bulles qu'on voit là, on les voit en fait, et on peut avoir des vagues de chaleur d'ici 2100, suivant le scénario le plus pessimiste, qui durent 85 jours, avec 33 degrés de température moyenne. 85 jours et 33 degrés de température moyenne. Sachant que quand il a fait 15 jours avec 29,5 de température moyenne en 2003, on a eu 15 000 morts en France. Donc 85 jours, c'est 2 mois et demi de vagues de chaleur avec des températures moyennes nationales supérieures au seuil de vague de chaleur qui est de 25,3 degrés. Donc on imagine un petit peu les conséquences que ça peut avoir sur les écosystèmes, sur l'homme et également sur les cultures. Sachant qu'on a déjà eu les prémices de ce qui peut se passer en 2003. Je vous laisse extrapoler à la suite. En 2019, on a une petite bulle là, en 2019 tout en haut. On a eu 46 degrés dans le Languedoc-Roussillon. 46 degrés, j'habite ici, hein, je les ai subis, ces 46 degrés. La vigne a perdu 12% de sa production en 6 heures. En 6 heures seulement, il a fait 46 degrés. Si je regarde les prévisions, je me rappelle, j'avais vu des vagues de chaleur futuristes à 3 en 2091, où on avait 46 à 48 degrés pendant 6 jours. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte les conséquences que ça peut avoir sur de la production agricole à 3, sur le vignoble notamment, alors qu'on perd 12% de la production en 6 heures quand il fait 46. Je vous laisse extrapoler, ça peut donner des prévisions assez alarmistes sur la production agricole. Mais sur ces prévisions de vagues de chaleur, Climat HD, c'est très bien, je vous conseille d'aller faire un tour. Vous verrez vraiment ce qui peut se passer dans l'avenir. Et ces petites bulles de 2003 deviendront en fait un été normal. Vous réaliserez qu'en fait, 2003, ce sera l'été normal. Et ce que disent souvent les climatologues, et moi, en tant qu'agro-climatologue, je confirme, l'exceptionnel d'aujourd'hui sera la norme de demain. Et pour les canicules, c'est vraiment exactement ça. 2003, ce sera la norme de demain. J'espère que d'ici là, notre agriculture aura évolué, que nos infrastructures, nos bâtiments seront moins des éponges à chaleur ou seront mieux isolés, on va dire. Je l'espère parce que c'est aussi un des enjeux du changement climatique d'éviter de chauffer pour rien dans les bâtiments. Donc, il faut que ça soit... D'ici là, j'espère que notre société soit adaptée, que les villes soient un peu plus arborées, que la voiture, bien sûr, on l'utilise beaucoup moins, que les transports publics, puisqu'on va plus vers les transports publics, soient beaucoup plus climatisés. Peut-être que la climatisation, ça fait peur à certains, mais quand il fait 50 degrés ou 60 degrés dans une tram de RER, c'est très néfaste pour l'économie et c'est très néfaste pour la santé de l'homme également. Donc voilà, il faut qu'on évolue. Certes, les canicules vont être plus intenses, mais il faut qu'en parallèle, on se soit adapté, qu'on ait évolué dans notre façon de faire. Voilà. D'ailleurs, allez-y. D'ailleurs, on voit il y a une petite remarque de Guillaume FR là. Bah oui, en fait, on voit plein de 2000 sur ce graphique des canicules. On a 1947, 1983 et un autre 1900, je le vois pas très bien parce que c'est un peu petit. Mais en fait, on remarque en fait la plupart des canicules les plus intenses se sont produits après les années 2000. Donc ça donne une idée un petit peu de l'impact du changement climatique sur ces événements extrêmes. Il n'y a pas que la température moyenne qui augmente. Il y a aussi la durée, l'intensité, la précocité ou la tardivité, je sais pas si on dit ça comme ça, de ces événements extrêmes qui est lié au changement climatique. C'est exactement ce que j'allais dire. Comme je suis né un peu avant les années 2000, quand dans ma jeunesse, on va dire, j'ai entendu parler du réchauffement climatique, mais bien moins qu'aujourd'hui.
Et même il y a 10 ou même 5 ans, on entendait parler du réchauffement climatique, mais on avait, en tout cas en France, pas encore vu vraiment les effets concrets. Là, ça fait plusieurs années, donc surtout comme on le voit à partir de 2016-2019, on voit vraiment quasiment chaque année des événements extrêmes arriver. Est-ce que les organismes comme le GIEC ou les météorologues en général sous-estiment l'effet du réchauffement climatique ou oui, voilà, il y a plusieurs modèles et on suit. C'est quoi les prévisions Alors, non, on l'a pas sous-estimé. Pour l'instant, d'après, si je compare en fait les observations d'évolution de température et les études du GIEC qui sont faites, on est plutôt bon pour l'instant sur l'évolution de la température. C'est pas sous-estimé. Alors, on a peut-être sous-estimé certains impacts, notamment sur l'agriculture, parce qu'on a moins d'agroclimatologues. Par exemple, l'effet sèche-cheveux, l'effet sécheresse éclair. Sèche-cheveux, c'est le terme grand public. Sécheresse éclair, c'est le terme scientifique. Vous pouvez nous le définir, Serge Jacquat, parce qu'effectivement, on en a parlé pas mal là, de l'effet sèche-cheveux ces derniers temps. Alexandre a fait un papier sur le site. Alors, en fait, c'est un nouveau type de sécheresse qui est décorrélé de l'eau dans le sol, en fait. C'est un nouveau type de sécheresse, c'est par exemple des températures très élevées avec du vent, c'est très important le vent, avec une humidité de l'air qui est inférieure à 10%. Ça veut dire qu'en fait la plante elle est dans des conditions de température élevée, mais également de vent, d'humidité qui font qu'elle perd beaucoup d'eau. L'évapotranspiration, ce qu'on appelle, explose. Et en fait, malgré qu'il y a de l'eau dans le sol, la plante n'arrive plus à transpirer, donc les feuilles brûlent. C'est vraiment une brûlure malgré qu'il y a de l'eau dans le sol. Et ça, c'est un des effets du changement climatique, comme le vent d'automne ou comme le Mistral, voilà, je vois dans les commentaires. C'est un des effets du changement climatique qui fait qu'on n'avait pas du tout anticipé avant et qu'on a observé. C'est un des effets qu'on a observé, qu'on subit en fait et qu'on n'avait pas du tout anticipé. Voilà un exemple, et peut-être qu'il y a d'autres effets qu'on n'a pas encore du tout observé, notamment sur les écosystèmes. La répétabilité, la répétition la répétition des canicules commence à affaiblir les systèmes. L'intensité de ces canicules commence à les affaiblir sur le long terme. L'attaque après ensuite de ces écosystèmes affaiblis par des champignons ou des parasites externes. Enfin, on ne connaît pas encore toutes ces conséquences-là. Sur le climat, on commence à avoir pas mal d'informations sur l'évolution et on est plutôt dans les clous. Par contre, sur l'impact sur les écosystèmes, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus compliqué à décorréler. Enfin, et donc, on connaît pas encore tous les impacts sur les écosystèmes, on les découvre. Voilà. Pour suivre la grêle, vous avez vu plusieurs commentaires. Commentaire Artoto Tati Tatoum, là j'ai réussi à le dire. Les prévisions météo semblent plus compliquées avec ces changements. Est-ce que les modèles resteront fiables pour fournir les prévisions météo à la population? J'ai attendu la pluie annoncée maintes fois en mai-juin, sans succès hélas. C'est plus difficile maintenant de prévoir? Non, le changement climatique ne va pas impacter sur la fiabilité des modèles météo. Peut-être sur les impacts de la météo, on ne connaît pas encore les choses, comme j'ai dit, mais sur les prévisions météo en elles-mêmes, ça implique pas la fiabilité. Et si vous avez attendu la pluie en mai, en juin, c'est qu'en fait, ce sont des orages qui étaient annoncés essentiellement en mai, en juin. Et les orages, c'est très aléatoire. Donc, ça peut beaucoup arroser la parcelle d'à côté ou le village d'à côté. Ça peut ne pas tomber sur vous. Et malheureusement, apparemment, vous n'avez pas eu de chance. Les orages vous ont contourné. Bon, c'était des orages de grêle, donc parfois, on a de la chance de les éviter. Mais voilà, c'est quand on donne une prévision orageuse, c'est souvent des probabilités. Il faut distinguer la probabilité du 100% où il va y avoir de pluie. La probabilité qu'il y aura de la pluie est généralement plus faible que 100% lorsqu'il y a des prévisions d'orage parce que c'est des orages qui sont très petits. Pour la grêle, pour suivre ces orages, et d'ailleurs les précipitations, la grêle et les orages pour les suivre, vous pouvez les suivre sur Infoclimat ou sur Météo Ciel. Il y a les radars de précipitation, il y a les cartes d'impact de foudre. Et en général, la grêle tombe dans les cœurs des orages, là où le radar vire vers le rose. On a dépassé le rouge, on va vers le rose et le blanc. Et donc, en général, il y a de fortes probabilités qu'il y ait de la grêle sous cette cellule orageuse. Et c'est des outils qui sont gratuits et disponibles sur Internet pour tout le monde. Agriculteurs ou non, vous pouvez aller les voir. On vous affiche une carte justement des impacts, des averses de grêle qu'il y a eu depuis le 1er mai. Voilà, qui sont c'est sur Kéranos, je sais plus, c'est caché par les nuages. Par les nuages, justement. Bah, on reviendra sur la grêle juste après. Je voulais revenir, moi, sur ce que je ne sais pas si tout le monde connaît le processus du réchauffement climatique et de la notion de bilan radiatif. Je voulais revenir sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent. Du coup, Arthur, c'est la
diapositive 14 aussi, 14 s'il te plaît. Oui, parce que c'est une notion essentielle pour comprendre les effets du climat et pourquoi ça se réchauffe et pourquoi l'humain est directement, oui, les activités humaines sont directement liées au phénomène. Donc voilà, moi je vous laisse vous expliquer si jamais ça vous tente, mais sinon. En fait, je vais faire simple parce que c'est pas complètement mon corps de métier. Ouais, c'est qu'en fait, il y a des rayons qui sont reçus par le soleil, et donc il y a une partie qui est reflétée, qui est réémise vers l'atmosphère. Voilà. Et donc, c'est soit des infrarouges, soit les rayons directs du soleil, et en fait, il y a un équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort, et ce qui garantit une température de l'atmosphère de la Terre qui soit assez stable. Donc, il peut y avoir les nuages, il peut y avoir la vapeur d'eau, il peut y avoir l'atmosphère en elle-même qui absorbe en fait ces rayons ou qui la réémet. Mais il y a également les gaz à effet de serre. Donc, dans un climat qui est stable, en général, les gaz dans l'atmosphère, ce qui contient l'atmosphère, est stable. Lorsqu'on modifie la composition de l'atmosphère, même à très faible quantité, en fait, on déséquilibre un petit peu ce qui est reçu et ce qui est émis et ce qui est de nouveau réabsorbé par l'atmosphère. Et donc, on augmente cette température en fait de l'atmosphère puisque les gaz à effet de serre ont tendance à récupérer ces rayons et à les garder. Et donc, au final, on augmente la température de l'atmosphère. C'était pour faire simple en global, parce qu'après, il y a plein de détails chimiques qui me dépassent complètement. Et voilà, donc la modification par les effets de l'homme de l'atmosphère induit une modification de l'équilibre de ces rayonnements et donc un réchauffement de l'atmosphère. Et c'est sur ça que travaille le GIEC, notamment sur cette composition de l'atmosphère. Voilà. Ensuite, pour changer un peu de sujet, on va parler de la grêle qui sévit actuellement un peu partout en France depuis plusieurs semaines, qui impacte énormément les cultures et même les infrastructures humaines. J'ai fait un papier récemment qu'on peut retrouver aussi sur le site de Société Avenir, n'hésitez pas à aller consulter. Je connaissais pas du tout les processus de formation de la grêle. Du coup, diapo 18, s'il te plaît. Je voulais savoir si on pouvait revenir là-dessus et si on pouvait revenir sur les impacts sont évidents, mais si on pouvait avoir quelques chiffres de votre part, ce serait sympathique. Alors, pour les chiffres, c'est assez clair. Il y a eu, je crois, 1500 chutes de grêle au-dessus de 2 cm et plusieurs centaines au-dessus de 5 cm. Moi, de mon historique de chasseur d'orage, ça fait 20 ans, j'ai jamais vu ça. Vraiment, c'est des chiffres qui dépassent tout mon... En fait, maintenant, tout ce que je pouvais imaginer, dès qu'il y avait un orage, il y avait des grêlons géants. D'habitude, dès qu'il y a un orage, c'est plutôt de la pluie, les grêlons géants, c'est très rare. Là, cette année, on a eu des centaines de chutes de grêle de grêlons géants qui ont concerné des villes. 30 000 hectares d'agriculture ont été rasés par la grêle. 30 000 hectares de vignobles, ont été rasés par la grêle, ce qui est énorme en fait. C'est genre, il me semble, 5% du vignoble français. Ça paraît pas beaucoup, mais en fait, par rapport à ce qu'on a d'habitude, c'est juste énorme. Il y a à peu près plus de 100 000 hectares agricoles qui ont été concernés par la grêle. Ça concerne plusieurs centaines de millions d'euros en fait, de perdus juste par des épisodes de grêle, sans compter la canicule, la sécheresse et le gel. Donc si on cumule tout ça, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Donc on m'a souvent dit, est-ce que cet épisode de grêle est dû au changement climatique? Et là, je réponds, peut-être oui, peut-être non. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que scientifique, il faut avoir un certain recul pour affirmer ou non ce qui va se passer. Et là, pour l'instant, dans les études scientifiques de projection du changement climatique sur les grêlons, il y a encore, on va dans tous les sens. On n'a pas encore de consensus, comme pour le réchauffement climatique. On n'a pas encore de consensus qui permette de dire les grêlons géants sont plus favorisés par le changement climatique. Même dans certains pays du monde, on n'est pas du tout d'accord. Donc pour l'instant, c'est peut-être qu'on n'a pas assez de recul et de connaissances scientifiques sur les orages, parce que ça fait à peu près 20 ou 30 ans qu'on commence à étudier les orages avec les satellites, les radars, etc. C'est vraiment la technologie de pointe qui nous permet de le faire, ou les observations terrain grâce au smartphone. Et tout ça, on n'a pas encore suffisamment de recul pour avoir une direction avec le changement climatique. Donc pour l'instant, on ne peut pas affirmer que le changement climatique implique ces épisodes de grêle. C'est peut-être justement cette goutte froide qui est restée au large du Portugal beaucoup trop longtemps et qui nous a ramené des pulsions orageuses et chaudes sur la France, qui fait qu'on a eu ces événements. Pour l'instant, on n'a pas encore... j'ai lu quelques articles qui affirmaient, mais il y a une différence entre voir quelques articles qui affirment, voir quelques articles qui infirment ou avoir un consensus général.
Pour l'instant, on l'a pas, donc je ne peux pas dire si ces épisodes de grêle sont dus au changement climatique. Et en ce qui concerne leur formation, parce qu'on est d'accord, pour avoir un grêlon géant, il faut un orage plutôt important aussi. Ça peut pas se former dans n'importe quel nuage. C'est ça. En fait, il faut un orage généralement supercellulaire. C'est un orage qui rentre en rotation. Il y en a un sur la photo de Météo France. Et qui a des courants ascendants très forts. Les courants ascendants, ça permet en fait de faire rentrer en lévitation ces grêlons. Voilà, qui vont faire des cycles et s'entrechoquer et grossir. Et donc, en fait, les courants ascendants, ça permet de maintenir, il y a suffisamment de vent qui vient du sol pour maintenir ces grêlons en lévitation. Et cette année, je ne pourrais pas dire pourquoi, on a observé un très grand nombre de supercellules qui avaient justement des courants ascendants très violents qui ont favorisé la formation de ces grêlons géants. Et je ne peux pas malheureusement dire là tout de suite maintenant si c'est dû à ce changement climatique. Il faut vraiment approfondir. Et je ne pense qu'il faudra peut-être même plusieurs années encore de recul avec ce type d'événement-là pour pouvoir l'affirmer ou non. Voilà, donc voilà, c'est sur le nombre impressionnant de supercellules. D'ailleurs, tous les chasseurs d'orage sont à la recherche de supercellules. Et là, on avait l'impression qu'on chassait les supercellules comme si on allait au supermarché, quoi. Il y en avait tellement en France qu'il y a plein de photos qui ont été prises. Donc voilà, cette année 2022 est vraiment un bon cru pour les chasseurs d'orage et beaucoup moins pour les viticulteurs, les arboriculteurs. Oui, c'est sûr. Et c'est aussi des événements très très brefs. Vous l'évoquiez à un moment sur Twitter, parce que des gens se plaignaient, et en partie des agriculteurs, que la météo ne les avait pas prévenus ou quoi. Mais c'est parce que c'est des phénomènes très durs à prévoir, hein, comme on l'évoquait avant, l'effet sèche-cheveux, là, le heat burst, ou encore les coups de galerne qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Bon, c'est un autre phénomène encore, mais est-ce qu'on pourra avoir ces événements, enfin, est-ce qu'on pourra dans le futur mieux prédire ces événements très rapides, ou est-ce que c'est vraiment on ne peut rien faire par rapport à ça? Alors là, c'est pas vraiment une histoire de changement climatique, c'est vraiment une histoire de numérique, de modélisation, de puissance de calcul et de connaissance sur les orages et d'observation au sol. Tout ça un peu mélangé. En fait, c'est que pour l'instant, les orages, on les modélise mieux qu'avant. C'est pas encore parfait, mais c'est très imprécis lorsqu'il y a des dégradations orageuses. On ne peut pas savoir vraiment à 10 km près s'il y aura de l'orage ou non. On peut savoir s'il y a une probabilité d'orage, mais on ne peut pas vous affirmer vous aurez des grêlons géants dans quelques heures. Il y a une probabilité, il y a des grandes zones qui sont tracées, mais c'est que la puissance de calcul, les modèles numériques, les observations terrain pour alimenter ces modèles ne sont pas encore suffisamment développés pour permettre de mieux anticiper les épisodes orageux, de mieux les simuler, de mieux les prévoir au final. On a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Pour les canicules, pour les vagues de froid, tout ce qui est à plus grande échelle, on les maîtrise beaucoup mieux. Mais les orages, c'est tellement à petite échelle, c'est tellement complexe qu'on les maîtrise pas encore parfaitement bien. On peut pas vraiment les anticiper. En gros, s'il y a un avis d'orage violent qui est émis, on peut passer à côté de l'orage comme on peut avoir le cœur de l'orage. Donc il faut se prémunir. En général, il faut, pour les agriculteurs, déployer les filets anti-grêle. Il y a des fusées qu'on peut envoyer dans l'air avec des iodures d'argent ou des produits chimiques qui permettent de réduire la taille des grêlons, mais ça n'a jamais été prouvé et aucun météorologue vous dira que ça marche. Donc voilà. Mais il faut tout prévoir, tout anticiper lorsqu'il y a de la grêle qui est prévue, et s'il n'y a rien, bah tant mieux en fait. C'est pas qu'il n'y a rien eu sur tout le département, c'est peut-être que c'est Paché, c'est le voisin, et que de toute façon on ne pouvait pas encore l'anticiper par rapport à la puissance numérique qu'on a. Qu'est-ce que c'est que les méga cryométéores sur lesquels nous interroge Shura 70? Alors, je connais pas ce mot, mais si je le décompose, je pense que c'est les grêlons géants. C'est ce qu'on appelle grêlons géants pour le grand public. Méga, gros, cryo, gel et météore, c'est ce qui tombe du ciel. Donc, je pense que c'est les grêlons géants. Donc, comme j'ai dit, on peut pas encore affirmer l'impact du... C'est peut-être un terme qui est du cru de notre internaute Shura 70. Je sais pas, il pourra nous le dire en commentaire. Peut-être. Ouais, genre, moi, j'ai appris un terme aujourd'hui. Bon, je voulais revenir après sur les plus, comment on va dire, sur l'agriculture en général, et sur les champs de blé. Donc c'est la prochaine diapo, je crois, ou celle d'encore après. Sur les champs de blé et sur l'impact. Là, c'est plus un champ de blé endommagé, mais c'est plus par rapport à la sécheresse qu'à par rapport à la grêle. Et tu peux passer le d'après. C'est la 24, les commentaires continuent pendant ce temps. On va voir les diapos là que sélectionne Arthur, hein, mais
Cuillère, bonjour, super intéressant comme toujours, ce qui est sympa, merci. Je me demande toujours comment rester optimiste avec tout ça. Bon, vous pourrez commenter ça, Serge, hein. Le syndicat dit il y a aussi une notion de vitesse de l'information. Par exemple, sur la plume de chaleur de mi-juin, l'avis de sécheresse émis par Serge sur les réseaux, en l'occurrence LinkedIn, avait plusieurs jours d'avance sur l'information en médias généralistes. Ouais, je vais réagir là-dessus parce qu'on m'a souvent fait la remarque, notamment certains salariés de Météo France ou d'autres personnes, c'est qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Moi, j'ai pas de millions d'euros d'enjeux derrière. J'ai pas des vies humaines en jeu, j'ai pas des départements à prévenir, des préfets à devenir, des hôpitaux, des pompiers, des policiers. Enfin, j'ai pas toute cette chaîne d'information qu'a Météo France derrière. Météo France, quand ils le communiquent vraiment quand ils en sont sûrs et qu'il va y avoir des impacts. Et en général, avec toute leur chaîne, ils leur font maximum 24 heures à l'avance. C'est là le principe des vigilances. Vert, jaune, orange, rouge. Moi, je fais pas le même boulot que Météo France, je préviens les agriculteurs. Je préviens pas forcément les hôpitaux, les pompiers, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de prévenir les agriculteurs. Le problème, c'est que les agriculteurs, si on les prévient 24 heures à l'avance, ils n'ont pas du tout le temps de mettre en place les pratiques agricoles qui peuvent faire face au changement, à cet événement-là. Par exemple, pour le gel, ou pour la sécheresse, ou pour la canicule. L'exemple du gel est plus frappant. Les agriculteurs, si on les prévient 24 heures à l'avance qu'il y a du gel qui arrive alors que la floraison est entamée, ils n'ont pas le temps de s'organiser au niveau de la vie de famille, qui va garder les enfants la nuit quand on va mettre les bougies sur le terrain, d'acheter les bougies, de les recevoir, de vérifier que le matériel fonctionne, de prévenir la main-d'œuvre occasionnelle qu'elle doit venir sur le terrain pour allumer les bougies, pour l'aide des villageois également, l'aide de la famille. 24 heures avant, c'est pas possible. Donc le rôle de Météo France, là, il est un peu limite, c'est que les agriculteurs n'ont pas le temps, c'est pas adapté aux agriculteurs, à l'échelle de temps des agriculteurs, où il faut les prévoir à l'avance, quitte à se tromper. Moi, je me dis, c'est pas grave si je me trompe, ça peut m'arriver, mais au moins, ils ont été prévenus qu'il y avait un risque, et quand il y a un risque, mieux vaut être prévenu et qu'il n'y a pas de risque que ne pas du tout être prévenu et de perdre toute sa récolte. C'est pour ça que moi, je me suis permis 10 jours à l'avant de la plume de chaleur, et c'est pour ça que je vous parle de la vague de chaleur qui devrait se produire mi-juillet. C'est que je n'ai pas les mêmes enjeux, je n'ai pas d'argent derrière des enjeux financiers, on va dire, de prévention de la population, des pompiers, etc. J'active aucune chaîne de protection. Moi, mon rôle, c'est juste d'informer les agriculteurs. Si par exemple, ils doivent faire une récolte, qu'ils la fassent plutôt avant la canicule. C'est peut-être plus agréable pour eux que d'avoir la canicule. Ou alors, ça permet d'éviter les risques d'incendie pendant les récoltes. Voilà, ça permet de récolter, peut-être d'anticiper ces événements une semaine à l'avance. Ça permet d'ajuster leur façon de faire, en fait. Donc voilà, on n'a pas du tout le même rôle et je voulais mettre ça au clair par rapport à Météo France. Donc voilà, ouais, c'est exactement ça que je voulais mettre. Je voulais du coup revenir sur le prix des matières premières agricoles. Donc là, on a la courbe du blé pour 2022. Donc on voit qu'il augmente en flèche, qui est en partie, enfin même directement lié aux mauvaises récoltes. Je voulais savoir si du coup va falloir s'habiller comme on l'avait évoqué aussi précédemment, s'il fallait savoir oui, voilà, je vais y arriver, si il va falloir qu'on habitue nos pratiques et du coup se séparer un peu des aliments qu'on a l'habitude de manger. Et si là, parce que là, on l'a vu il y a aussi la guerre en Ukraine, etc. Si ça va être un conflit mondial et pas qu'uniquement en France, parce qu'il y a d'autres pays comme le Canada aussi qui ont souffert d'événements qui ont réduit les récoltes pas à néant, mais presque. Ouais. Mais en fait, là, c'est une question très sensible. Parce qu'en fait, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la sécheresse là qui rentre en jeu. Il y a également la guerre et la spéculation qui font une grosse partie de ces variations de prix. Le marché déteste quand il y a des aléas, la guerre ou la sécheresse. Et il y a plein de spéculations qui font que les prix évoluent très rapidement et ça devient n'importe quoi. Et nous, dans nos pays développés, la France, l'Allemagne, l'Italie, on voit pas les changements parce qu'on arrive à faire face en fait au prix du marché. Mais les pays comme le Liban, l'Algérie, l'Égypte, qui dépendent en fait des productions des pays du Nord, c'est pas qu'ils veulent pas produire du blé, mais c'est que leur climat ne permet pas de produire du blé. Mieux vaut les produire dans un autre pays, il y aura plus de rendement qu'en Égypte, où le rendement sera beaucoup plus faible. Mieux vaut réserver les terres agricoles pour autre chose où c'est plus productif avec le climat qu'ils ont. Donc tous ces pays-là, en fait, ils subissent de plein fouet ces variations de prix et ça peut entraîner des déstabilisations politiques et géopolitiques
qui font que ça peut après entraîner des événements dominos comme les printemps arabes. Avec les printemps arabes, on avait eu la sécheresse et la canicule en Russie en 2010 ou 2011, il me semble. Les prix avaient explosé parce que c'est l'un des principaux producteurs de blé, exportateurs pour ces pays-là. Et donc, on a vu les printemps arabes qui ont fait que c'est parti d'une étincelle qui était le prix du pain. Voilà, donc il peut y avoir des événements politiques qui se produisent après à cause des denrées alimentaires. On le voit beaucoup moins dans une société où on a une agriculture productiviste et une agriculture mondialisée. Mais en 1789, la Révolution française était notamment due aussi à des mauvaises récoltes. Et tous les événements politiques qu'on avait les années précédentes, les siècles précédents, c'était des mauvaises récoltes qui en sont à l'origine. Là, on l'a un peu moins. Ça pourrait revenir avec le changement climatique, du fait de la variabilité des prix due à des événements climatiques. Là, je vous ai montré l'exemple de la Russie en 2010-2011. Là, on a les prix du blé avec l'Inde et l'Europe qui ont eu une sécheresse. Et le GIEC le mentionne clairement dans son rapport. Il y a de plus en plus de probabilités qu'il y a des événements climatiques intenses, des canicules ou des vagues de froid dans plusieurs pools de production mondiale de nourriture, donc les États-Unis, l'Europe, ou alors l'Argentine, ou alors la Chine. Qu'est-ce qu'il va se passer si on a des événements climatiques multiples dans plusieurs pôles de production? Là, on arrive à compenser, mais peut-être que dans l'avenir, avec l'augmentation des probabilités de ces événements, peut-être qu'il y a une année où il y aura 3 zones de production majeures qui seront concernées. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Est-ce qu'on aura assez pour nourrir les pays qui sont dépendants? Est-ce qu'on va se renfermer sur nous-mêmes à faire des embargos comme l'Inde a fait pour garantir la nourriture de notre population même, quitte à laisser tomber les autres? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est encore trop flou, mais il y a des risques que d'ici 40-50 ans, c'est pas demain, hein, mais d'ici 40-50 ans, on ait de nouveau le retour de cette problématique avec la population qui augmente dans le monde. Voilà. Oui, c'est pas demain, parce que oui, ça fait quand même peur de voir, parce que quand on parcourt les campagnes actuellement, on voit certains champs qui sont carrément des blés qui sont pas levés ou qui sont carrément noirs ou qui ont été carrément détruits par la sécheresse ou la grêle. Ça fait quand même un peu peur. Je voulais finir sur une notion que vous avez abordée en dernier là sur Twitter. C'est la notion de risque d'incendie que vous avez évoqué juste avant. Donc on le sait, il y en a. Enfin, l'été c'est fréquent, le risque d'incendie est fréquent. On parle souvent d'incendie criminel, enfin en tout cas involontaire. Est-ce que c'est forcément ça, ou est-ce que le réchauffement climatique peut aussi avoir son impact sur les fréquences et sur l'intensité des incendies? Bien sûr. Là c'est clair. Là on n'est plus sur l'agriculture, on est plutôt sur les écosystèmes. Hein. C'est que le changement climatique, il va introduire un déficit en eau, donc de l'eau qui continue dans la plante. L'eau continue dans la plante. La plante va contenir moins d'eau, elle va être plus sèche, plus tôt dans la saison. C'est ce qu'on observe cette année. Dans le sud de la France, on a une saison des feux qui a à peu près 2 semaines d'avance, parce que l'état hydrique des feuilles, en fait, du bois, etc., il est l'équivalent de ce qu'on observe plutôt fin juillet. Donc c'est pour ça qu'on a des incendies qui peuvent se produire. En fait, le changement climatique, il n'induit pas plus de feu. Il induit une végétation qui est plus réceptive au feu. Et en fait, c'est l'homme, à 90%, il me semble, qui déclare ces feux. C'est l'homme avec les cigarettes, ou volontairement ou involontairement, quand on roule dans un chemin de forêt, que la jante, elle touche une pierre et que ça fait une étincelle. Enfin, il y a il y a aussi les bouteilles de verre qui font effet loup. Pardon. En général, c'est 90% des feux, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est conséquent, qui sont dus à l'homme. Donc en fait, le changement climatique, il prédispose la végétation à recevoir ce feu et à le propager beaucoup plus rapidement. Il ne crée pas les feux, mais c'est l'homme qui crée les feux, et vu que la végétation est plus réceptive et le feu se propage plus rapidement à cause du changement climatique, et ben on a des feux qui peuvent être beaucoup plus importants et beaucoup plus nombreux. Pardon, ça fait un moment que je parle, du coup je commence à avoir la gorge sèche. Il faut boire un verre d'eau, Serge Zaka. Alors on a les commentaires qui continuent hein, sur le fil. La France est autosuffisante en euros, exportation de vin, mais pas en calories. Le nouveau commentaire, alors, il est partiellement caché par nos nuages, mais enfin, bon, on aura peut-être... voilà, j'ai entendu dire que la méthanisation trustait les prix du fourrage sur le marché.
Or, beaucoup d'éleveurs se tournent vers le marché à cause de récoltes médiocres. Des infos sur la méthanisation des fourrages. Je ne sais pas si ça appelle un commentaire de votre part, Serge Zaka. Alors, moi, je suis encore très très novice en méthaniseur. J'ai pas encore eu le temps de tout apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'agriculture, donc je pourrais pas répondre parfaitement à la question. Cependant, j'ai visité. Alors, c'est méthanisateur ou je me rappelle plus exactement comment on lui dit. Je me trompe tout le temps dans le mot. Du côté de Chartres. Et en fait, c'était très intéressant parce qu'ils récupéraient les invendus alimentaires, les produits qu'on coupait dans les villes également, des arbres, de la pelouse, etc. Ou même de la matière sèche qui n'est pas destinée à l'alimentation ni animale ni humaine. Et ils les mettaient dans le méthaniseur et ça produisait du méthane. Donc c'était quelque chose d'intéressant. Cependant, j'ai pas encore suffisamment fait de bibliographie ou visité des méthaniseurs qui sont un peu moins bons, on va dire, ou un peu plus cachés. Sur le fait qu'on préfère mieux alimenter les méthaniseurs que alimenter un animal ou un humain. J'ai pas encore suffisamment décorrélé, j'ai pas suffisamment encore dénoué, on va dire, tous ces nœuds pour pouvoir répondre parfaitement à la question. Donc peut-être que d'ici un an, quand j'aurai fait suffisamment de bibliographie, quand j'aurai suffisamment appris par moi-même, parce que quand je parle, c'est que j'ai appris les choses moi-même, eh ben, je pourrais peut-être répondre à la question. Maintenant, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, la philosophie du dispositif, c'est de fabriquer du méthane dans quel objectif? Alors, c'est de fabriquer du méthane à partir de produits qu'on n'arrive pas à valoriser pour l'instant, comme des restes alimentaires, comme de la coupe dans les villes de pelouses, d'arbres, etc. Ça, c'est l'objectif qu'on me dit. Hein. C'est l'objectif qui est dit. C'est l'objectif, voilà, de valoriser ce qui n'est pas valorisable pour l'instant. Et de faire du méthane avec cette valorisation de déchets organiques, de déchets bio-organiques, enfin voilà, de faire du biométhane. Par contre, je ne sais pas si les lois sont suffisamment fortes pour empêcher de nourrir ce méthaniseur avec des produits alimentaires. Peut-être que le méthane se vend mieux que le prix d'une certaine denrée alimentaire, et donc on a tout intérêt à mettre cette denrée alimentaire dans le méthaniseur pour produire du méthane qui se vend plus cher que tout. Enfin voilà. Donc, parce que le méthane, in fine, il est recyclé dans les biocarburants. C'est ça. Après, c'est pour faire tourner les véhicules, pour d'autres. Enfin, c'est une source d'énergie au final, c'est une source d'énergie qui est plutôt propre d'ailleurs au final. Et en plus, les digestats de ces méthaniseurs, donc qui est récupéré en sortie après la production de méthane, on peut les épandre sur les parcelles. C'est de l'engrais organique au final. Ça nous évite de passer par l'engrais chimique. Donc, c'est intéressant pour les sols, pour la vie des sols et pour le stockage du carbone au final. Donc voilà, il y a quelque chose de très positif dans les méthaniseurs, mais il y a beaucoup de critiques et pour l'instant, j'ai pas encore vu si ces critiques sont justifiées ou non. Et donc, je ne peux pas dire si c'est justifié ou non. Voilà. On est à un quart d'heure de la fin de cette émission, donc c'est l'occasion de rappeler encore une fois à nos internautes que ceux qui sont arrivés en chemin, ils pourront revoir la totalité de cet entretien avec l'agro-climatologue Serge Zaka via nos replays sur YouTube. Ça sera mis en avant sur le site web de Sciences et Avenir. Donc vous pourrez recoller les morceaux pour ceux qui n'ont pas vu tout cet entretien. Plein d'infos et plein de franchises aussi de la part de Serge Zaka, qui nous dit clairement quand ça je sais pas, je le sais pas. Ça c'est assez agréable d'entendre cette honnêteté de la part des experts. Oui, du coup, je voulais juste refaire un résumé avant de. On a préparé un petit jeu pour la fin. Juste faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire. Comme tu l'as dit, c'est que malgré le fait qu'on se doute un peu que certains événements extrêmes soient liés au réchauffement climatique, on ne peut pas 100% dire que c'est à cause du réchauffement climatique. En revanche, on peut être sûr que que ces événements-là vont être de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Donc que ça soit le gel, de la sécheresse, canicule, etc. Voilà, donc, et que en résumé aussi qu'on peut en termes de consommation, on va peut-être devoir changer assez rapidement de mode de consommation, peut-être être même plus sobre en termes d'alimentation et de consommation de viande. Et de viande, oui, c'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui, mais oui, en partie.
Donc voilà, si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe à notre petit jeu, non, c'est... Alors, c'est quoi ce petit jeu Oui, ce là petit jeu. Et bah, vu Ah, il y a une question sur votre chapeau quand même. Hein. Forcément, Ah oui, je veux le même chapeau. C'est un Alors, d'où il vient Stetson, le le chapeau, chapeau? il se trouve seulement au Texas. Voilà, c'est un vrai chapeau texan que j'importe d'Amérique à chaque fois parce qu'il n'y en a pas en Europe sur le marché. C'est un Stetson, voilà. C'est à peine pour faire la pub de la marque, mais en général, les chapeaux comme ça, c'est souvent des Stetson, c'est la plus grande marque de chapeaux du monde. Donc, vous en avez plusieurs, quoi. J'en ai plusieurs, ouais, j'en ai un pour les chasses à l'orage, un pour les plateaux télé et un pour tous les jours. Donc en général, celui du plateau télé, c'est le plus propre. Celui de tous les jours, c'est mon ancien du plateau télé. Et celui des chasses à l'orage, c'est vraiment celui qui est vraiment très abîmé, mais que je mets quand même, parce que je sais très bien qu'il va s'abîmer encore plus, donc j'y fais pas forcément attention. Voilà. Justement, le jeu est en lien avec, parce qu'on a abordé surtout l'aspect agroclimatologue, mais on n'a pas abordé vraiment l'aspect chasseur d'orage. Du coup, le jeu ce soir ou cette fin d'après-midi, ça va être un quiz qui s'articule sur le nom et la nomination de nuages. On aura donc 5 photos de nuages et il faudra, avec 4 propositions de noms de nuages, il faudra deviner quel est le bon nom de ce nuage. Alors, nos internautes, évidemment, Oui. doivent participer. Hein. Nirla Top Deck, là, qui te qualifie de jeune Padawan. Bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, je suis devenu Obi-Wan Kenobi. Donc, Helveticri 70, Artoto Tatitoum, Guillaume FR, là, à vos claviers. Alors, pour dégainer les réponses, là, hein, parce que Serge Jacquat, évidemment, vous allez les connaître, les réponses, mais il on va laisser nos internautes. Voilà. Il faudra que vous commentiez, vous, évidemment. Vous pourrez nous dire. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Mais parce que avant de commencer aussi, oui, je voulais explique-nous. savoir que c'était super utile d'avoir ça, parce que souvent, quand il y a des nuages ou même des très beaux nuages, je me demande comment ça s'appelle, comment ils se forment et pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont comme ça et tout. Et voilà. Du coup, voilà, c'est après la bonne réponse, on pourra peut-être avoir une explication de Serge. Donc, tes explications, tu dois nous donner, là, jeune Padawan. Non, mais moi, c'est pas l'explication. Alors oui, donc ces nuages-là, on les appelle alors plutôt Planocumulus, Homogenitus, Anthropus ou Artificius. Alors, bon, Marit 111, Artificius. Ah non, alors, il faut savoir, Marit. Non, voilà. D'abord, il a dit Cubulo, mais comme il n'est pas dans les propositions, Artificius, Nyarlathotep, Anthropus. Les gens ne sont pas d'accord, là. Hein. On voit que ça n'a pas l'air naturel, en tout cas, ça c'est sûr. Ah, il y en a un qui dit les chemtrails. Oui, parce que c'est des traînées d'avion, mais on associe, il y a un nom au rejet, au nuage humain, si on peut dire ça. Bon, Airbus, oui. Oui. Ça peut. C'est pas signé, mais ça peut. Ouais. Bon, alors, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas d'unanimité là, hein. Il n'y a pas de gagnant. Il y a même pas la bonne réponse, hein, je crois. Hein. Alors, c'est quoi la bonne réponse? C'était Homogenitus. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'explication de phénomène, à part que je crois qu'il y a un phénomène, c'est derrière le numéro de... Donc c'est des vrais nuages, hein? Oui, bah c'est des nuages artificiels, c'est vraiment des Ah, ce sont des chemtrails. Ah oui, c'est des traînées d'avion, quoi. Oui, mais sauf que ça peut être l'origine, la graine d'un vrai nuage. En fait. Ah, c'est comme la grêle qui se forme autour d'une petite particule, d'une petite poussière. Et dans parce que là, en le feuilletant juste avant le live, j'ai vu que dans le trimestriel donc, de Sciences Avenir, celui-ci, il y avait des phénomènes même de nuages, de percées d'avions dans des nuages naturels. C'est pas en le feuilletant juste avant le direct, c'est en le lisant religieusement lorsqu'il est sorti il y a quelques jours. Exactement, voilà. J'ai lu en entier. Est-ce que Serge Jacquat, vous avez un commentaire par rapport à ces drôles de formations nuageuses là Bah, souvent, j'ai des commentaires des internautes sur on appelle ça des chemtrails dans leur langage. Non, ce n'est pas une volonté de la part de un secret d'État ou je sais pas, un espèce de complot international de tous les. Parce que c'est un thème chéri des complotistes, hein, oui, les chemtrails. Non, on ne répand pas de la matière dans l'atmosphère pour modifier le climat. Je pense qu'il y a un moment, il va peut-être falloir réfléchir et arrêter de regarder des sites internet complotistes. Les chemtrails, c'est juste de la condensation à la sortie d'un air chaud d'un avion. On peut le reproduire en n'importe quel endroit dans de l'air. On le voit même sur Terre avec les fusées. Enfin, non, voilà. Je tenais à le préciser. Pas de complotisme ici, que de la science. Ne sombrez pas dans le complotisme avec les chemtrails ou je ne sais quoi. C'est vraiment homogenitus, c'est généré par l'homme. Et j'imagine qu'il y a d'autres nuages qui peuvent être aussi générés par l'homme, comme par exemple avec les centrales nucléaires. Exactement.
On appelle aussi ça des homogénitus, les cheminées, enfin les nuages générés par les centrales nucléaires. Bon, là, on dirait que c'est pour jouer au jeu de taquin, là, Oui, ou au un jeu peu. du morpion. Hein. Un peu. Alors, est-ce qu'on voit la deuxième diapo, peut-être? Alors, celui-là qui est plutôt, je trouve, impressionnant. Tu ne donnes pas la réponse. Hein, oui, je sais, mais j'allais le dire. Donc, on appelle ça un stratus, un ondocirrus, un arcus ou un courbatus. D'ailleurs, un nuage qui, cet aspect a été retrouvé et on l'a pas abordé, mais l'aspect, le phénomène de galerne qui a été observé il y a pas si longtemps là, dans le nord de la France, qui est un phénomène fréquent dans le Pays Basque, qui est du coup ce que j'ai vu que c'était un front de rafale, donc qui annonçait un peu la venue d'une supercellule orageuse aussi. On verra ça après la réponse. Alors, c'est le Ondocirrus qui tient la corde, là, mais nos deux derniers internautes ne sont pas d'accord. Enfin, proposent d'autres choses. Il y a des inventions de ma part dans les propositions. Ah, en plus, tu inventes. Bah oui. Ah, oui. Tu prends des noms de légionnaires dans Astérix, peut-être. J'ai passé mon après-midi à exploser de rire sur les noms. Comment ça s'appelle déjà Non, c'est pas Papyrus, c'est super. Non, je sais plus. Bref, il y en a qui sont très marrants, ils sont très imaginatifs. Voilà, roule de. Du coup, tu crées de l'émulation. Roule de Peinturus. Alors, c'est quoi la bonne réponse? C'est Prospectus, c'est qui m'a fait rire. C'était. Tu l'as la bonne réponse? Arcus. Est-ce que c'est bien ça, Serge? C'est ça. Bon, généralement, les Arcus, on parle en dessous d'un orage. Là, ça a l'air d'être plutôt un coup de galerne. Enfin, le coup de galerne, c'est l'événement lui-même, mais le nuage, c'est sûrement un Arcus. En fait, c'est souvent un nuage qui délimite deux masses d'air de composition complètement différentes, en fait, en termes de température et de propriété, pas de composition, pardon, de propriétés complètement différentes en termes de température, d'humidité et de pression parfois. Et en fait, du coup, c'est générateur d'un coup de vent. Et donc, c'est pour ça, quand il y a un coup de galerne, on voit ce type de nuage se former. Là, il fait chaud à l'avant. En général, à l'arrière, c'est plus humide et plus frais. Ça, et c'est très, très rapide. Enfin, c'est soudain, quoi. C'est comme un espèce de rouleau compresseur qui avance. C'est très soudain. Et surtout, ça fait peur. Parce que souvent, ça fait des griffes qui ressortent du sol parce qu'il y a la condensation qui remonte. Enfin, c'est assez impressionnant. Et petite information pour vous apprendre des choses, quand cet Arcus est vert, ça veut dire qu'il y a de la grêle qui arrive. Voilà, là, il n'y a pas de vert, c'est bleu. C'est-à-dire qu'il y a la pluie qui arrive, mais ou du vent. Et du vent. Oui, j'ai vu des nuages là. Je sais plus si c'est Serge qui l'a partagé ou pas. Mais sur Twitter, j'ai vu là, il n'y a pas longtemps aux États-Unis, vraiment des nuages, des ciels complètement verts et tout. Et du coup, c'est à cause de la diffraction de la lumière qui rend c'est des nuages extrêmement chargés en eau et du coup en grêle. Parce que c'est déjà impressionnant, là, comme le relève Marit 111, on dirait une image, on dirait une fausse image, quoi. Hein, mais bon, c'est pas faux. Oui, quand j'ai vu ça pour mon article sur le coup de galerne, quand j'ai vu ça, il y a une habitante au Havre qui avait carrément filmé, certes c'était en accéléré, mais vraiment le front avançait comme ça. Au début, je croyais que c'était un fake, et en fait, non, c'est fréquent. Enfin, c'est fréquent. C'est pas toujours au-dessus d'un plan d'eau, alors, hein, Serge Zaka? Non. Le coup de galerne, c'est au-dessus d'un plan d'eau, c'est sûr. Mais l'Arcus, ça peut être sous n'importe quel orage. Il peut y en avoir dans toute la France. Hein. Voilà, là, il est au-dessus d'un plan d'eau, mais tiens, mon nuage préféré. Là, il est au-dessus d'un plan d'eau, mais il peut être dans les terres. Donc, pour ce nuage-là, on a donc comme proposition, on a le fameux cumulonimbus, on a couvert de puces, le Cirrus ou l'altostratus. Des noms très savants. Il n'y en a aucun qui a été inventé. Là, tu es allé du côté des Pokémon, je crois, non? Non, couvert de puces, c'est dans Astérix aussi. Ah, c'est Astérix. Alors, on a Cumulonimbus qui est très connu. Hein. C'est souvent le nuage que tout le monde connaît, je pense. Et qui est. Mais est-ce que c'est celui-là? Parce que j'ai vu aussi en faisant ce quiz qu'il y avait des catégories, des sous-catégories. Enfin, c'était vraiment les noms de nuages, c'est très 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 varié. Il y en a plusieurs dizaines, vingtaines. Je sais pas combien il y en a en tout, mais je sais que c'est très bien catégorisé, en tout cas. Alors c'est plutôt cumulonimbus qui semble séduire nos internautes. Oui, je pense qu'il y a un consensus sur le fait que ce soit le cumulonimbus. Est-ce que c'est la vérité? Peut-être. Là, je ne peux que dire oui. Pourquoi c'est votre nuage préféré, Serge? Parce que vu que je suis chasseur d'orage, forcément, c'est le seul nuage qui peut produire de l'électricité. Donc c'est le seul nuage où il y a de la foudre à l'intérieur. Donc c'est mon nuage préféré. Comme celui qu'on voit à l'écran, là, c'est un cumulonimbus au large de la baie de Cannes avec deux extra nuageux qui sont des éclairs particuliers. C'est mon nuage préféré parce que ça donne de la foudre.
Et parce que donc j'ai vu que c'était un des plus gros, enfin ça fait partie des orages verticaux, je crois, et qui est vraiment très très élevé en hauteur aussi. Si on voit bien là, le haut du nuage est assez plat. C'est qu'on atteint une limite de l'atmosphère où il ne peut pas monter plus haut, et ça fait à peu près 8 km de haut sur les pôles jusqu'à 17-18 km sur les tropiques. Donc voilà, c'est des nuages qui font plusieurs kilomètres de haut. Ça paraît pas comme ça, mais là, le coup de foudre, il fait à peu près 10 km de haut. Là, on le voit pas, mais c'est un coup de foudre qui fait 10 km de haut. Voilà. C'est juste sur une photo, mais on peut s'imaginer l'électricité qui nous tombe dessus depuis 10 km. C'est impressionnant. Ensuite, alors passons au prochain. Là, ça va être un peu plus dur. Nous avons l'altostratus, le nimbostratus, le rictus ou le cirrus. Alors moi, je trouve ça déjà si c'est pas moi qui avais fait le quiz, je ne saurais pas, je pense. Enfin, s'il y en a un qui me parle plus que l'autre, mais ouais, non, mais en vrai, c'est difficile de se. Il y a des combinaisons entre stratus, alto, siro. Il y a des combinaisons entre tous les noms. C'est assez compliqué de s'y retrouver. Mais celui-là est très commun. Il est assez. Ouais, c'est l'un des nuages les plus courants. D'ailleurs, il arrive avant le passage de perturbation en général. Ah ouais. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on le voit souvent au coucher du soleil, c'est souvent, mais c'est Oui, juste du hasard parce que pur, c'est qu'il est très fréquent. Quoi. C'est celui qui est le plus élevé, donc ça prend des belles couleurs quand il se couche, le soleil. Voilà, c'est ça. Et pendant longtemps. Voilà, oui, c'est ça. Pendant plus longtemps, ouais. Oui, ça prend tout son sens. Je crois que on a quoi? On a 3, on a Sirius, on a un Nabostratus, on a un autre Sirius. Alors tu dégaines la réponse? Oui, c'est Sirius, bien joué. Sirius. Pas celui d'Harry Potter, mais... Non, c'était pas Sirius, non, Harry Potter. Je suis nul moi aussi. en Harry Potter. Sirius, Harry Potter. Non, mais je sais, mais il n'y a pas un professeur qui s'appelle Sirius? Non, je sais pas. Sirius, avec un I en plus. Sirius, là, putain, oh là, quel mais on dit pas de gros mots sur un Twitch. Oh là là, ça y est, tu es tombé du côté obscur. Tu es tombé du côté obscur de la force. Padawan qui... Alors, c'est le dernier, c'est ça? Oui, c'est le dernier, il n'y en avait que 5. Donc ici, nous faisons face à un Cumulus, un Stratosirius, un Bellinconus ou un Altocumulus. Bellinconus, c'est dans Astérix. Celui-là m'a fait rire. Alors, tu penses que c'est quoi? Moi, je dirais, c'est vrai que j'ai pas joué encore. Moi, je dirais Altocumulus, moi. Altocumulus, pourquoi? Tu penses qu'il est en altitude? Oui, je le vois haut là. Je le vois très haut. Je le vois très très haut. En tout cas, il est beau. Ça fait des petites vagues. On dirait la surface de la plage le jour où il y a du vent. Ouais, mais bon, ça n'a pas un rapport avec le nom qui serait Altocumulus. Les internautes vont plutôt du côté du Stratosirius. Il y a c'est kiff entre Strato et Alto. Non, il y a Nierla Top Deck qui est solidaire avec moi, je crois, qui dit Altocumulus. Alors, c'est quoi? Dites-nous. C'est l'Altocumulus. Moi, je suis curieux de savoir comment... Alors, oui, c'est bien. Bah, bravo. D'ailleurs, pourquoi on dit Altocumulus? Parce que alto, c'est altitude. C'est en altitude. Ce nuage est à peu près vers 10-12 km. Et cumulus, c'est souvent les nuages qui ont des petites formes de coton. Le cumulus de Botan, c'est un coton. Le cumulonimbus, c'est un gros coton géant. Et l'altocumulus, c'est des petits cotons d'altitude. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. D'accord, super. Et pour une question de durée, j'ai pas mis des nuages assez marrants. C'était quoi les mamas, enfin des nuages en forme de boule? Les mamas. Les mamas, oui, c'est un des rares noms de nuages qui se termine pas par us d'ailleurs. C'est pas Mamatus, c'est Mama le vrai nom. Dans le mag. Ce sont souvent des poches d'air un peu qui descend en fait, qui se produit sur les enclumes des orages. C'est un peu compliqué, il faut vraiment le montrer pour le comprendre. Si vous tapez Mamatus ou Mama sur Google, vous aurez des espèces de poches d'eau comme ça, qui ressemblent à des poches d'eau sous les enclumes des orages. C'est super beau au coucher de soleil et c'est encore plus beau quand il y a des charges rampantes, des charges électriques rampantes qui passent au travers quand on fait de belles poches. Voilà, on l'a je sais pas si on pourra le voir. On l'a en analogique là. Voilà. C'est un peu petit pour voir. Oui, c'est assez marrant de voir ça. Voilà exactement. Ouais, c'est super beau. Voilà, donc c'est dans le hors-série de Sciences et Avenir. C'est une transition habile pour faire la promotion de ce beau magazine qui est partout
en kiosque. Bravo Alexandre, Merci. tu es formidable. Voilà. Et alors, quelle heure est-il, Madame 19 Persil? heures. Il est 19h01. Alors, écoutez, C'est on est parfait. arrivé au terme de ce Twitch. Merci beaucoup, surtout et déjà à vous, Serge Zaka. Vous êtes bien identifié sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, pour tout le travail de vulgarisation que vous faites sur la N'hésitez pas à me question. suivre sur Twitter d'ailleurs. Pardon? N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour les personnes qui Oui, écoutent. oui, il faut suivre Serge sur Serge Twitter. Zaka. C'est quoi votre adresse sur Twitter? C'est facilement Il faut identifiable. taper Serge j'imagine. Zaka, Z-A-K, c'est écrit en bas. Et vous allez tomber forcément sur un mec avec un chapeau, bah c'est moi. Bon. C'est facile d'identifier. Donc, alors vous êtes scientifique, hein, vous avez une thèse en agroclimatologie, vous êtes donc agroclimatologue pour la société de conseil agricole ITK. Vous avez été vous êtes régulièrement sollicité par la presse et la télé, mais vous avez été récemment souvent sollicité par Alexandre pour des papiers qui sont à retrouver sur le site de Sciences et Avenir. Donc si vous googlez Serge Zaka plus Sciences et Avenir, vous allez retrouver tous les papiers d'Alexandre. Vous êtes aussi chasseur d'orage. Hein. On a vu la superbe photo que vous avez faite vous-même dans la baie de Cannes et qui a été primée par la Royal Meteorological Society. On remercie chaleureusement nos internautes. Hein. Il y avait plein de noms que j'ai reconnus, mais il y en a d'autres qui me paraissent nouveaux. Naeri, Helveti Christ 70, Marie de 111, Niara Top Deck, Shura 70. Bon voilà, c'est super. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne Twitch pour être averti de nos prochains directs. Celui-là, comme les autres, vous pouvez le retrouver. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne, sur le site web de Sciences et Avenir. Alors merci Alexandre, bravo, hein, jeune Padawan, pour avoir organisé ce direct et pour l'avoir animé. Je suis très content. Brillamment. Donc, il paraît que tu vas même lancer ta chaîne Twitch. Non, oui, c'est encore. Il y a d'autres projets. C'est off. Oui, pour l'instant. Bon, alors zut, alors je l'ai pas dit. Alors je l'ai pas dit. Et merci à Arthur et bravo à Arthur pour nous avoir monté ce studio façon voilà James Cameron. Moi j'ai bien aimé. C'est pas mal de discuter comme ça à deux avec l'invité plutôt que d'être tout seul. Bon, merci beaucoup Serge Zaka. On va vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et puis on va suivre la façon dont vous-même vous allez cartographier l'été qui s'annonce, hein, avec des températures sans doute importantes encore une fois, puisque le changement climatique, le dérèglement climatique, comme vous disiez, ça y est, on en voit de plus en plus. Les conséquences, elles sont tangibles. Voilà. On dit au revoir. Oui, merci. Merci à tous. Au revoir, merci à tous. À bientôt.